Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Blox, on était avec Claire Balva. C'est une entrepreneuse iconique de l'écosystème français crypto-monnaie. Elle a cofondé Blockchain Partner. Maintenant, elle travaille chez D-Block pour la stratégie. D-Block, vous connaissez déjà, on en a déjà fait la pub sur Blox. C'est un compte courant euro, crypto. Vous avez la carte personnalisée, vous avez l'Apple Pay, etc. On l'utilise tous les jours, ça marche. Donc n'oubliez pas, vous avez le lien dans la bio. De quoi on a parlé dans cette émission? Plein de trucs importants. En plus, elle a répondu sans tabou. La régulation, les autorités, le fisc. Est-ce que les impôts regardent vos comptes crypto? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ce que vous faites? On a parlé de tout ce qui se passe aux États-Unis, le Trump Coin, la réserve stratégique. Quand est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que c'est encore le moment d'acheter des cryptos en 2025 ou alors vous avez loupé le train? On a fait des vrais ou faux, des petites complétions de phrases. Vous allez voir, c'est une super émission. Je vous laisse la regarder et c'est parti. Et non, c'est pas encore parti. Vous le savez bien. À chaque fois, je vous laisse pas regarder l'émission tant que vous n'êtes pas abonné parce que nous, ça nous aide de ouf sur Blox. Donc, tac, 2 secondes, t'appuies et maintenant c'est parti. On se retrouve dans un nouvel épisode de Blox. Aujourd'hui, on est à CryptoXR. Super event, vous auriez dû venir. Et on est avec... Claire Balva. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Bah nickel. T'apprécies l'event? C'est la première fois? C'est la première fois que je viens. Ouais, j'étais pas là l'année dernière et très impressionnée par le monde et la taille de l'événement. T'avais une table ronde juste avant? Ouais, une table ronde sur réglementation MiCA pour savoir si on était content ou pas content de la réglementation. Bon, on va en parler justement pendant le talk, une petite trentaine de minutes. Si tu peux juste te présenter rapidement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis directrice stratégie chez D-Block. D-Block, c'est le premier compte courant crypto-friendly qui est adossé à un vrai portefeuille crypto. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je les ai rejoints. Et avant ça, j'avais fait beaucoup de conseils sur la crypto. Je suis arrivée dans ce secteur-là en 2015. J'avais monté une boîte de conseils que j'ai revendue après à KPMG. Ok. Et après un peu de freelance, j'ai rejoint D-Block. En parallèle, je me suis beaucoup impliquée dans la fédération un peu de l'écosystème. J'avais créé des assos comme la DAN. J'ai écrit un bouquin aussi qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. Et puis voilà, je suis régulièrement sur BFM Business, enfin BFM Crypto même Super. spécifiquement pour analyser l'actu le vendredi. Ok, trop bien. Du coup, il parle de quoi le livre exactement? En fait, l'objectif du livre, c'est Ouais. d'arriver à expliquer Bitcoin et les cryptos de manière ultra pédagogique, donc pas technique, en tout cas pas trop. Ouais. Et sans rentrer dans des analyses de cours ou dire ce qu'il faut acheter. En fait, bon, je l'ai écrit, coécrit avec Alexandre, qui était mon associé chez Blockchain Partner. Et donc, on a écrit ce livre en partant de toutes les conférences qu'on avait faites pendant des années auprès des entreprises pour expliquer les cryptos de manière non technique et aussi non financière, pour expliquer ce que ça change d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel dans nos sociétés. Et en fait, on était frustrés parce que sur le marché, il y avait que des livres qui vous expliquaient dans quoi investir. Tu vois, c'était très orienté trading. Et nous, on n'avait pas envie de faire ça. Et donc, on a fait un livre un peu plus méta, voilà, sur les cryptos. Et donc, c'est typiquement le bouquin que vous pouvez offrir à votre famille à Noël s'ils ne comprennent pas le sujet. Ok, donc c'est ça où je voulais en venir, c'est pour les particuliers. C'est pour les Parce particuliers. que nous, tout le monde nous demande tous les jours comment je fais pour me former à la blockchain Ouais. en 2025. Et ben, ce livre-là, c'est vraiment c'est un bon premier pas, tu vois, parce qu'il est facile à lire. Il parle de ce que c'est qu'une monnaie, l'histoire de la monnaie, les coquillages, etc., ce que c'est qu'une banque, que changent vraiment les cryptos. Et je trouve que c'est vachement important parce que ce qu'on entend sur ces sujets-là, dès que tu ouvres les médias, des articles et tout, c'est voilà, c'est très spéculatif, machin a gagné de l'argent, un tel en a perdu. Et puis même, honnêtement, sur YouTube, tu vois, tu as aussi plein de gens qui font des vidéos sur ce qui rapporte, ce qui rapporte pas. Et je trouvais que c'était important de prendre du recul et de pas juste se focaliser sur le gain financier. Malheureusement, ouais, c'est la majorité des gens, ils sont dans l'écosystème pour l'argent, j'ai l'impression. En tout cas, ils entrent dedans pour l'argent. Pas Et forcément pour ce qui reste. ouais. Et les entreprises, eux, c'est quoi leur positionnement? Pourquoi ils rentrent dans la blockchain? Pourquoi ils commencent à s'y intéresser? En 2015, tu vois, c'était, il y avait une grosse hype, hein, sur le sujet blockchain, tout comme aujourd'hui, il y a une hype sur l'IA. Les entreprises, elles y allaient principalement parce qu'elles avaient peur de rater le train. Tu vois, elles savaient pas vraiment ce qu'elles allaient pouvoir en faire, mais elles avaient peur de devenir comme Kodak qui a raté le numérique. Donc elles se disaient: «OK, je vais faire de la blockchain parce que si j'en fais pas, peut-être que je vais mourir». C'est pas vrai, mais peu importe. Donc elles y allaient. Alors on a fait beaucoup de choses. Par exemple, on avait bossé, avec une grande banque sur, une chambre de compensation interne. En fait, ce qui se passait, c'est que cette banque, elle avait des clients qui étaient au Japon et qui avaient aussi un compte en France et les virements mettaient 3 jours pour arriver. Donc elle s'est dit: «Je vais mettre en place une chambre de compensation avec la blockchain pour automatiser les processus internes et faire en sorte que les virements soient plus rapides». On avait bossé pour la Banque de France, par exemple, qui s'intéressait aux blockchains forcément et qui voulait regarder quelles étaient les blockchains les plus intéressantes. On avait fait du vote aussi décentralisé pour certaines entreprises, qui voulaient un système de vote interne. Donc on a fait pas mal de choses différentes. Moi, ce que je trouvais, frustrant, c'est qu'en fait, tu avais plein de boîtes qui acceptaient de parler blockchain, qui voulaient pas du tout parler crypto
Et ça a changé, à partir de, ouais, 2021-2022 où là, on a pu commencer à vraiment parler crypto. Alors certes, c'était token, NFT et tout, mais c'était moins, blockchain bullshit. C'est vrai que pendant des années, on a fait de la blockchain privée, de traçabilité, c'était un peu frustrant. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je trouve qu'enfin les boîtes, affrontent les vrais sujets, tu vois? Se disent: «OK, il y a Bitcoin, OK, il y a les cryptos. Qu'est-ce que ça change pour moi?» Et donc, même si c'est des sujets politiques et difficiles à aborder dans les entreprises, bah, voilà, au moins elles les affrontent. Ou elles sont peut-être un peu restreints ou en tout cas freinés par, la régulation. Bah, vous avez parlé de régulation. Je sais que Dblock, vous êtes une des rares boîtes à avoir l'agrément PSAN. Ça veut dire quoi? C'est quoi exactement? En gros, la réglementation, elle peut pas, réguler directement les blockchains et les cryptos parce que Ouais. c'est décentralisé. En revanche, elle régule les entreprises. Donc quand tu es une entreprise qui propose de l'achat-vente crypto, par exemple, ou qui propose du stockage crypto pour les gens, donc concrètement, c'est toutes les plateformes d'échange, bah, tu es régulé, tu peux pas opérer, en France, en Europe, comme ça, sans aller te déclarer au régulateur. Donc tu es obligé d'aller chercher un certain nombre de licences. En France, ça s'appelle le PSAN, pour prestataire de services sur actifs numériques, et donc il y avait un enregistrement d'abord qui était, allez, je vais dire relativement simple à obtenir, même si ça coûtait quand même une somme, qui, se focalisait principalement sur la lutte anti-blanchiment. Donc tu étais obligé, par exemple, de demander une carte d'identité aux gens qui venaient s'inscrire chez toi. Maintenant, il y a l'agrément qui est beaucoup plus difficile à obtenir, beaucoup plus cher aussi parce que tu dois faire un audit de cybersécurité, tu dois avoir des fonds propres suffisants, tu dois avoir une assurance, tu dois avoir des procédures de contrôle interne comme les établissements financiers, et donc tout ça, c'est difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a, bon, il y a des boîtes qui l'obtiennent. Nous, on était la première fintech à l'avoir en France. Il y en a eu d'autres après nous. Tu as certaines boîtes qui n'auront pas les moyens de se mettre en conformité parce que ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros voilà, d'avoir cet agrément. Et du coup, est-ce qu'on arrive quand même à rester compétitif en France par rapport aux États-Unis? Alors, on était déjà plus compétitifs, même avant ça, hein. Il y a plusieurs sujets qui font qu'on a un problème de compétitivité, et d'ailleurs, c'est pas que dans la crypto, hein, c'est dans le numérique au sens large. Il y a effectivement la réglementation qui freine certaines entreprises, mais il y a aussi un manque, d'investissement, un moindre appétit au risque. En Europe, alors un peu aux États-Unis aussi, mais en France, par exemple, on a eu beaucoup de problèmes pour les entreprises pour ouvrir des comptes, pour trouver des assurances. En fait, toutes les interactions avec le système traditionnel étaient quand même très compliquées. Donc il y a plein de problèmes qui freinent l'innovation. C'est pas juste la réglementation, mais c'est vrai que, voilà, mécaniquement, plus tu as de réglementation, à moins tu vas avoir de petits acteurs parce que les barrières à l'entrée sont beaucoup plus élevées. Donc aujourd'hui, si tu veux te lancer, faire une plateforme d'échange crypto, et que tu es juste un particulier qui aime bien la crypto, c'est l'enfer, en fait. Il faut que tu aies beaucoup de moyens, il faut que tu aies une équipe technique, il faut que tu aies une équipe juridique autour de toi dès le premier jour. Ah, et donc forcément, bah, ça limite, le nombre de personnes qui vont se lancer. C'est quoi, vous, un peu votre vision? Et pour le particulier qui comprenne bien, c'est quoi la différence, par exemple, entre Binance et Dblock? Alors, c'est pas du tout la même chose. Dblock, c'est pas une plateforme d'échange où tu vas pouvoir faire du trading. Dblock, c'est vraiment un compte courant, donc où tu as, des cartes Visa, où tu peux recevoir ton salaire et cetera. Enfin, ça, tu peux pas du tout le faire sur Binance, et c'est un compte courant qui est adossé à un vrai portefeuille. Donc c'est ce qu'on appelle la self-custody, c'est-à-dire que nous, on détient pas la crypto pour nos utilisateurs. Binance, c'est une plateforme où ils vont détenir la crypto pour toi et où tu vas avoir beaucoup de cryptos listées, tu vas pouvoir faire du trading. Donc c'est des positionnements qui sont hyper différents, et nous, sur Desblocs, bah, l'objectif, c'est que tu puisses, utiliser le compte courant dans ta vie de tous les jours, tu vois? Recevoir ton salaire, payer ton loyer, faire tes dépenses du quotidien avec ta carte, et où tu as aussi dans la même appli, bah, ton vrai portefeuille crypto, pour pouvoir gérer les 2 types de devises de la même façon. Et donc si tu as, voilà, de la crypto sur ton ledger, par exemple, tu peux la ramener sur Desblocs et inversement, et nous, on voit, en fait, ce qui se passe sur l'ensemble des blockchains, et donc on va pas du tout être pénible, par exemple, si tu veux ramener ta crypto et ensuite la convertir en euros. Alors si vous avez, de la crypto, vous le savez peut-être, hein, dès que vous voulez en rapatrier chez votre banque ou dès que vous voulez faire un virement vers une plateforme d'échange, voilà, il y a une chance sur 2 que ce soit la galère et qu'il y ait des problèmes. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment d'arriver à proposer une solution simple qui résolve cette friction, tous ces obstacles entre le monde bancaire et le monde crypto. Ce qui gêne aussi, beaucoup les gens, je pense que vous le faites pas, mais crypto.com, par exemple, dès qu'on va, envoyer faire des échanges crypto, on va me dire de KYC, du coup, le MetaMask ou le wallet qui a été Ah oui, ça, c'est assez insupportable maintenant, mais c'est vrai que ça fait quelques semaines que ça, Ouais. on appelle ça la travel rule. L'objectif du régulateur, c'est d'arriver à avoir une traçabilité la plus complète possible des flux financiers, et donc ce que les plateformes vont vous demander, c'est, vous êtes sur, crypto.com typiquement, vous voulez envoyer votre crypto sur votre MetaMask ou votre Ledger, et bah, crypto.com va vous demander de déclarer à qui vous envoyez cette crypto. Donc vous êtes Donc obligé de dire: «Bah, je m'envoie un portefeuille qui est à moi».
ou c'est un portefeuille qui est à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vous allez faire cette déclaration. Donc déjà d'un point de vue expérience utilisateur, c'est quand même un peu pénible, ça vous rajoute Ouais. une étape. Mais surtout, ce qui est plus inquiétant, c'est que ça augmente le niveau de surveillance financière auquel on fait face. Alors bien sûr, il y a un objectif de lutte contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, etc. Mais on arrive maintenant à des stades de surveillance financière qui sont très importants, d'autant plus qu'on parle là pas d'infrastructure bancaire en silo, mais on parle d'une infrastructure blockchain qui est déjà publique. Et donc en fait, le niveau d'impératif qui serait requis pour lutter contre le blanchiment est normalement bien moindre par rapport à l'industrie bancaire, Mhm. puisque tout est visible et tout est déjà traçable. Et donc cette réglementation, elle est très frustrante pour les gens qui sont dans la crypto parce qu'en fait, on est convaincu qu'il n'y en a pas besoin. Donc voilà, donc pour les plateformes, c'est très pénible, pour les utilisateurs aussi. Nous, chez Desblocs, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir un vrai portefeuille et pas de Ouais. détenir la crypto pour autrui. Donc en fait, notre portefeuille, il n'est pas régulé au sens où, en fait, il appartient à l'utilisateur. Nous, on ne peut pas saisir l'argent des utilisateurs, par exemple, sur le portefeuille. Ok. On peut pas bloquer des transactions. Nous, ce qu'on peut bloquer, c'est la conversion ou pas en euros. Et donc, le portefeuille développe. Si vous voulez envoyer de l'argent vers le ledger, nous, on vous demande rien, en fait. C'est votre portefeuille. Mm. Donc, on n'est effectivement pas soumis à cette réglementation. Du coup, je peux récupérer ma seed phrase? C'est comme ça que ça marche? Oui, tu peux exporter ta clé. Ouais, et puis après, l'importer dans un autre portefeuille si tu le souhaites. Les gens le font de manière générale ou pas? Certains le font. En fait, le dilemme qu'on a, c'est qu'on ne conseille pas de le faire. Non pas D'accord. qu'on ne croit pas à la self-custody, hein, nous, on y croit vachement, mais le problème, c'est que souvent, le maillon faible en termes de sécurité, c'est l'utilisateur lui-même. Et donc, le risque, si les utilisateurs exportent trop leurs clés et font n'importe quoi avec, c'est qu'effectivement, il y ait des problèmes de hack et des gens qui se fassent siphonner leurs fonds. Donc, bien sûr, vous pouvez exporter votre clé. Techniquement, il n'y a aucun problème, tu le fais sur l'appli. Mais faites quand même très attention si vous le faites. Mettez-la dans un coffre-fort, voilà, faites-en quelque chose de sécurisé, la laissez pas traîner partout, vous l'envoyez pas par mail, voilà, faut être quand même très prudent. Ok. Du coup, j'ai vu que vous aviez que quelques cryptos qui étaient listés pour l'instant. C'est voulu ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver En fait, on a 3 blockchains, Bitcoin, Ethereum, Ouais. Solana. Et après, sur Ethereum et Solana, on accepte tous les tokens, enfin ceux Ok. qui sont listés sur CoinGecko. Simplement, on les montre pas quand tu Ok. arrives sur l'application. Parce que notre but, c'est que l'expérience utilisateur soit hyper simple. Ouais. Et donc, effectivement, quand tu arrives sur des blocs, tu vois pas 800 000 cryptos direct. Tu en vois effectivement que, je sais pas, 5 ou 6, c'est les plus grandes. Et par contre, après, si tu ramènes un token ERC20, un token Ethereum depuis ton ledger, tu vas le voir arriver sur des blocs. Je peux mettre du Trump sur. Tu dois C'est- pouvoir mettre du Trump. Ouais, en fait, on liste ce qui est dispo sur Mm. les grandes plateformes comme CoinGecko, donc je pense que Mm. ça doit être le cas du Trump. Ça, j'imagine que tu avais suivi. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire d'un président qui lance un meme coin? En fait, je suis mitigée enfin, je suis plus que mitigée, hein, pour plein de raisons. Déjà parce que je trouve que c'est vraiment une opération marketing, ultra cramée. Ça me fait penser à un politicien, tu vois, qui vend des casquettes ou des t-shirts et qui, en fait, fait pareil avec la crypto. Bon, après, pourquoi pas, chacun est dans son droit. Mais je trouve ça, plus que limite, d'autant plus quand tu regardes la structuration du projet avec le nombre de jetons qu'il garde, enfin, pour lui ou pour l'équipe, qui a lancé le jeton. Ça fait quand même poser plein de risques en termes de conflit d'intérêts. Je te donne un exemple, j'en sais rien, tu es un étranger, tu es saoudien ou tu es chinois ou autre, tu veux aller avoir une discussion avec Donald Trump. En fait, tu as un pouvoir quelque part d'influence sur lui en allant acheter une grande partie de ses jetons, en faisant monter le cours. Donc ça crée quand même plein de problèmes, je trouve, économiques et politiques. Ça crée plein de risques qui n'ont pas l'air d'avoir été bien mesurés. Sans parler du fait que, voilà, si demain il le souhaite et qu'il veut rug les utilisateurs, il le peut, quoi. Donc franchement, je suis sceptique et puis ça donne pas une super image du secteur parce que tous les médias parlent que de ça Ouais. et s'intéressent pas au reste. Alors ça, c'est pas forcément que la faute de Donald Trump, mais voilà, je trouve que c'est problématique. Ouais, j'ai vu justement que tu avais fait un petit coup de gueule contre Quotidien. Ouais. Il y a beaucoup trop de bashing en France sur les cryptos. Oui, alors il se trouve que c'est tombé sur Quotidien, mais enfin, Quotidien, c'est Ouais. pas la seule émission où il y a ce genre de problème. Le constat que je fais, c'est quand même au bout de 10 ans, c'est mieux. C'est mieux maintenant qu'il y a 10 ans. Ouais. Mais c'est vrai que je commence à être fatiguée du fait d'entendre des gens qui, en plus, n'ont aucune expertise sur le sujet, arriver et dire blanchiment d'argent, dark web, financement du terrorisme, écologie, enfin tous les poncifs qu'on connaît d'ailleurs sur les cryptos, et n'être jamais repris en plus par les personnes en face. Parce que le problème, c'est que le grand public qui écoute ça, en fait, il y croit. Et c'est-à-dire que tu rencontres des gens qui n'ont jamais acheté de crypto, qui ne sont jamais intéressés au sujet. En fait, eux, tout ce qu'ils ont eu, c'est une vision négative de tous les médias pendant des années. Mm. Et en plus, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent, il y a plein de gens qui disent, mais comment c'est possible d'acheter des cryptos, quoi, parce qu'ils trouvent ça absolument horrible et dégueulasse. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation médiatique à faire pour que le traitement des cryptos soit un peu plus, déjà un peu plus juste, tu vois, un peu plus équilibré, parce qu'évidemment, il y a plein de trucs risibles dans la crypto, puis il y a plein de trucs critiquables. Mais je trouve qu'en plus, ce qui est critiquable, c'est rarement ce qui est vraiment critiqué dans les médias. Mm. Donc, il y a juste un boulot, quoi, à faire de recherche pour vraiment comprendre ce secteur de la part des grands médias. Toi, c'est quoi ta vision de Bitcoin? Est-ce qu'à terme, c'est une monnaie
Est-ce que ce sera une monnaie, un moyen de paiement ou plutôt une réserve de valeur ou... Là, à court et moyen terme, je pense que c'est plus une réserve de valeur et une sorte d'étalon mondial qu'une vraie monnaie du quotidien. Maintenant, je pense que les layers tout vont se développer, etc. Donc, tu as plein de choses qui pourraient en faire une monnaie du quotidien. Mais dans la manière dont c'est vu aujourd'hui, c'est beaucoup plus vu comme une sorte de protection contre l'inflation des monnaies et le fait que la valeur des monnaies traditionnelles est plutôt en train de baisser, que comme voilà, un moyen de paiement à l'international. Je pense que ça va rester un moyen de paiement et un moyen d'échange dans le cadre dans des situations politiques complexes. Genre, tu es lanceur d'alerte, genre tu vis dans un pays oppressé, genre tu veux recevoir des dons. Bon, bah là, effectivement, il y a un vrai rôle de moyen de paiement. Maintenant, un moyen de paiement du quotidien, pour moi, ça peut arriver vraiment qu'à très très long terme. Là, par exemple, pendant l'événement, ils ont fait l'effort et on peut payer en crypto. Tu penses que ça doit passer... Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que ça doit passer par les commerçants qui ont des TPE adaptés ou plutôt comme des solutions comme des blocs où on a un moyen de dépenser rapidement notre crypto via une carte bleue et rester sur des TPE ordinaires? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait, le problème. En France, aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est la fiscalité. Ouais. C'est le fait que tu peux dépenser comme tu veux, que ce soit par une carte bleue ou via ton wallet. C'est une opération imposable que tu es censé déclarer à la fin de l'année. Et ça freine beaucoup de gens. Et il y a quand même un paradoxe entre Bitcoin comme investissement et Bitcoin comme moyen de paiement. Parce que, tu vois, moi, j'ai du Bitcoin, c'est pour moi un investissement, une diversification de mon épargne. En fait, j'ai pas envie de le vendre, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de le dépenser. Maintenant, peut-être effectivement, demain, je vais chercher des moyens de le dépenser simplement si ça représente une part trop importante dans mon capital. Mais je trouve que les deux usages sont difficilement complémentaires aujourd'hui. Je pense que ça viendra, mais on n'y est pas encore. Est-ce qu'elle partira un jour, cette loi des 30% de flat tax C'est une bonne question. Je pense qu'elle partira un jour, mais franchement, je la vois pas partir à court terme, là. Pourtant, ouais, là, ils ont plutôt fait l'inverse. Là, j'ai vu, enfin, ils commençaient à vouloir taxer les PNL non latents, PNL Oui, latents, etc. oui. Ça, ce serait un enfer pour les particuliers. Enfin, déjà, comme tu dis, va acheter un coca ou une baguette de pain, on est censé déclarer, ça, c'est un enfer. Je pense que Ouais. personne ne le fait, malheureusement. Très peu de gens le font, Ouais. ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est les échanges qui vont nous Là, balancer, entre guillemets. ouais, là, ce qui se trame effectivement, c'est qu'il y ait une harmonisation au niveau européen des déclarations des plateformes d'échange, un peu comme ce qui se passe avec les banques d'ailleurs, où eux-mêmes vont déclarer simplement aux États les gens qui ont gagné de l'argent ou en tout cas les transactions qui ont eu lieu, ce qui permettra potentiellement un remplissage automatique de ta feuille d'impôt comme tu peux avoir sur d'autres sujets. Ouais. Bon, je te fais les petits vrais ou faux. Ouais. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, mais c'est quand même conseillé. Du coup, tu me dis juste vrai faux et à la fin, on débat. Ok. Parce qu'il y a des réponses qui me plaisent pas trop. Mais... Est-ce qu'il est trop tard pour acheter des cryptos en 2025? Faux. Est-ce que l'année prochaine, le marché crypto va fortement chuter? L'année prochaine, 2026? Ouais, je sais pas quand est le top, mais on aura encore un bear market dévastateur. Je parierais sur vrai. Est-ce qu'il est risqué d'investir en crypto? Vrai. Est-ce qu'il vaut mieux placer son argent en crypto ou dans l'immobilier? Moi, je l'ai placé en crypto. Est-ce que 90% des projets crypto actuels vont disparaître d'ici 5 ans? Ouais. Est-ce que les cryptos vont remplacer les banques traditionnelles? Vrai. Est-ce que je peux investir en crypto même si je ne connais rien à la finance? Vrai, mais c'est pas forcément Ouais. faisable. C'est vrai. Mais tu peux. Est-ce que c'est toujours possible de faire des x100 en crypto? C'est possible, mais c'est pas fréquent. Ouais. Est-ce que la crypto peut remplacer l'euro ou le dollar dans le futur? Vrai. Ouais. Est-ce que le DCA, c'est la meilleure stratégie d'investissement? Vrai pour les débutants. Est-ce qu'un jour, Bitcoin vaudra $1 million? Non, joker. Il y a tout le monde qui dit oui. Ouais, mais moi, en fait, cette question, elle est fourbe parce que à partir du moment où tu dis oui, mais que tu donnes pas d'échéance, et toi, les gens s'emballent et s'imaginent que tu dis oui parce que c'est dans 2 ans. Alors qu'en fait, tu vois, moi, je peux te dire oui aussi, mais ça sera peut-être dans 100 ans, quoi. En tout cas, il n'ira pas à zéro. Par contre, je peux te dire qu'il ira pas à zéro. Ouais, Ça, on est d'accord. ça, on est d'accord. Ok, bah c'est tout. Donc, il est trop tard pour acheter les cryptos en 2025. Tu me dis que non. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui revient tout le temps. Les gens pensent, ah, il est à 100 000, c'est terminé. Ouais, mais alors ça, moi, c'est un truc que j'entends depuis 10 ans. Tu vois, en Ouais. 2015, les gens me disaient, non, mais c'est trop tard maintenant, ça a craché. Tu vois. Parce qu'en fait, comme effectivement, ça crache régulièrement, les gens ont toujours l'impression qu'il y a eu un crash il n'y a pas si longtemps et donc maintenant, c'est trop tard. Et puis quand ça monte, ils se disent que aussi, c'est trop tard. Donc souvent, ça, c'est simplement une bonne excuse parce que les gens ne savent pas quand investir. C'est pour ça qu'il y a ta question sur le DCA. Moi, je réponds, c'est une bonne méthode pour les débutants parce que ça rend le côté psychologique plus facile. Vous pouvez faire votre DCA sur des blocs Tout à fait. de manière automatique. C'est vrai. Les gens le font beaucoup ou pas? Les gens le font, pas forcément beaucoup parce que c'est pas la principale raison pour laquelle les gens viennent chez nous, mais certains le font, ouais. Ok. Le marché crypto va fortement chuter. Alors, il y en a qui se font des rêves et qui pensent que les cycles sont terminés maintenant qu'il y a les banques et les ETF, etc. et qu'on n'aura plus des marchés crypto qui perdent 70, Ouais, 80%. Ouais, les chiffres pour Bitcoin, peut-être.
Mais il y a tout un tas de choses qui ne sont pas Bitcoin. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actifs. Tu vois, en ce moment, il y a des hypes sur les agents IA, sur les mêmes coins. Et je doute que ça continue à monter éternellement. Mm. Donc, je m'attends à un crash sur ce type d'actifs. T'es bullish sur plutôt quel secteur si tu devais en choisir un là pour 2025, Donc, sur Bitcoin. à part Bitcoin? Il y a RWA, il y a IA, il y a SocialFi, on nous a dit gaming. Ah non, franchement, sur rien d'autre. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont monter. Je suis pas en train de dire que tout va se Bien sûr, casser la figure. Mais tu vois, même RWA, je pense que pour le coup, je suis bullish à moyen terme. Mais je me demande si 2025, c'est pas encore un peu tôt. 90% des projets auront disparu d'ici 5 ans. Ça, les gens. Bah, en nombre de projets, bien Ouais, sûr. Je c'est parle pas sûr. en capitalisation totale. Bien Mais sûr. en nombre de projets, tu as des milliers de cryptos. Très clairement, je mets ma main à couper qu'il y en a 90% qui seront morts dans 5 ans. On se fait des petites complétions de phrases. Ouais. Et après, ça sera bon. Quelle crypto pourrait dépasser Bitcoin? Aucune. La crypto qu'il ne faut surtout pas acheter. Le même coin de Trump. La dernière crypto que j'ai achetée. Alors, très bonne question, du Bitcoin probablement. La blockchain la plus performante selon moi. Performante. Ouais, avec ta définition de performance. Je vais être chiante, je vais encore dire Bitcoin. Le secteur le plus prometteur dans les cryptos en 2025. Franchement, je vais répondre la même chose à toutes tes questions, ça va être super rébarbatif, quoi. Donc toujours Bitcoin. Bitcoin. L'outil indispensable quand on investit en crypto. Bah, des blocs. La meilleure stratégie pour investir en crypto. Je dirais ne pas trop écouter les recommandations des gens autour de soi. Pas trop écouter les recommandations des copains, des influenceurs, mais se construire ses propres convictions. Sauf Blocks, vous pouvez écouter. La crypto la plus sous-cotée selon moi. Ah, ça, c'est une bonne question. Franchement, je ne sais rien. T'as bien un petit crypto que t'aimes bien Et tu sais, moi, en fait, j'ai du Bitcoin et de l'Ether. C'est tout? Et j'ai rien d'autre. Donc après, moi, je peux te sortir des noms d'autres cryptos, mais franchement, je dirais pas qu'elles sont sous-cotées. Moi, je m'intéresse surtout à la crypto de manière macro. Donc là, par exemple, je pense qu'il va y avoir beaucoup de stablecoins euros qui vont arriver. Mais je vais pas te dire que les stablecoins euros sont sous-cotés. Ça n'a aucun sens d'investir dedans. Le meilleur moment pour acheter des cryptos. Bah, hier, mais sinon, maintenant. Le meilleur moment pour revendre ces cryptos. Quand vous voulez être fixé au début, le jour de votre investissement. Et les gens ne le font pas. La meilleure plateforme pour acheter ces cryptos. Toujours des blocs. Parce que vous serez sûr de ne pas avoir de problème avec votre banque. C'est vrai. Le meilleur wallet pour sécuriser ces cryptos. J'ai envie de dire des blocs parce que c'est adossé à un vrai compte courant et qu'on est super bien régulé. Donc moi, j'utilise en toute transparence, j'utilise des blocs et j'ai aussi un ledger. J'utilise les deux et c'est hyper pratique d'avoir les deux. Et le meilleur moyen pour se former en crypto. On a de la chance aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de contenu en ligne. Donc moi, je recommande, je recommande évidemment ta chaîne, je recommande la mienne aussi qui s'appelle Unhosted. Je recommande le reportage d'Arte qui s'appelle Le Mystère Satoshi, qui est pour le coup vraiment très bien. Et maintenant, il y a tout un tas de livres qui sont arrivés. Bon, j'en ai écrit, on en a parlé. Il y a Grégory Raymond qui vient de sortir un livre également que je recommande. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu ultra quali. Il y a des médias crypto qui font un super job aussi. Donc voilà, il suffit d'y passer du temps. En fait, la meilleure manière, c'est juste d'accepter d'y passer du temps. Petite dernière question quand même, avant de te quitter. Est-ce que on a reçu il n'y a pas longtemps Jonathan qui fait Surfing Bitcoin et Nicolas de CoinHouse. Ils m'ont fait très peur. Ils étaient là, ouais, on est en top, on est en top signal en ce moment. C'est vrai qu'en en 2021, c'était palpable, tout le monde parlait de crypto, c'était à la télé tous les jours. Et là, j'ai l'impression que c'est encore la même histoire. On est en euphorie, est-ce qu'on est près du top? Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on en a aussi beaucoup parlé pour d'autres raisons que des top signals. Alors effectivement, il y a Trump avec son même coin. Mais tu vois, on en a parlé beaucoup la semaine dernière parce qu'il y a eu l'enlèvement de David Ballan. Et donc, les raisons pour lesquelles on en parle sont pas purement des raisons de top signal. Moi, un vrai top signal que je vois, par exemple, c'est la couverture de Forbes avec Michael Saylor. Ça, c'est vrai que ça sent un peu le top signal. Mais ceci dit, aujourd'hui, on a quand même des ETF qui restent en place. Et donc, je suis moins inquiète d'un énorme crash comme celui qu'on a vécu en 2021. Il me semble qu'on a moins de risques de revoir un crash d'aussi grande ampleur. Et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises aussi en 2025. Ah ben, merci beaucoup. On va aller refaire un tour dans l'événement. Merci d'avoir participé avec moi. Je t'en prie, merci pour l'invitation.